Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique d'un film de Disney, Frères des ours, un film sorti en 2003 de Robert Walker et de Aaron Blaise. C'est un film qui a coûté environ 90 millions de dollars, il en a rapporté 250. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a rapporté en tout ou s'il a seulement rapporté 250 dans certains pays. Les informations ne sont pas claires, mais par contre ce qui est clair c'est que le film est passé un petit peu inaperçu. C'est un petit peu injuste, sûrement du fait de mauvaises dates de sortie ou d'une concurrence acharnée, mais voilà, en attendant ce n'est pas forcément le Disney dont on se souvient tous. On peut même des fois penser que ce n'est pas un Disney. Il dure 1h25 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h25? Eh bien c'est au temps des premiers hommes, un chasseur qui naît tue un ours et se transforme lui-même en ours et par la suite va vivre des aventures palpitantes. Voilà, donc grand thème de la transformation qui traverse tout le courant Disney. Ici nous avons peut-être une des dernières transformations avec bien sûr la princesse et la grenouille, mais voilà, la transformation physique qui ramène après à d'autres thèmes qui se rattachent à celui-ci est une grande tradition chez Disney. Ce film s'installe dans toute une série de traditions et de films matrices comme Rox et Rookie, Bambi. Voilà, il y a plein de choses qui gravitent autour de ce film. Et je veux pas dire que c'est le film central, mais c'est voilà quand même un film qui s'inspire, qui a un passé, un héritage et qui le montre bien en évidence. C'est une espèce de last stand de Disney, mais pas le dernier. Et avec ce nouveau film, le studio essaye peut-être une dernière fois d'assurer la pérennité de son art premier. C'est un petit peu encore une espèce de relançage de dés, mais qui va pas forcément marcher à fond la gamelle. Et voilà, c'est un film qui est sorti en 2003. Je m'excuse parce que j'avais diffusé La Ferme se rebelle avant. La Ferme se rebelle qui date de 2004. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu la boule. Je savais très bien que j'avais cette critique, mais j'avais juste oublié simplement la date. Mais le texte était bien écrit, bien avant en fait les films des années 90. Curieusement, j'avais regardé Le Frère des ours très tôt dans la rétrospective parce que c'était un film que je n'avais pas vu. Je n'avais jamais vu Frères des ours, je l'ai vu et donc j'avais très rapidement écrit la critique. Alors, parlons un peu de l'histoire. Scénario original, ce n'est pas une adaptation, à ce que j'ai lu. Vous allez peut-être m'aiguiller si c'en est une, mais c'est évidemment une histoire qui fait référence à beaucoup de choses. C'est un récit initiatique dans le milieu de la préhistoire, et ça m'a pas mal étonné. C'est vrai que c'est surprenant et ça stimule le récit parce qu'on n'avait pas vraiment vu ça. Alors bien sûr, c'est semblable au film qui est sorti en 2002, vous l'avez tous vu, L'Âge de glace. Bien que la production du film de Disney ait commencé avant celle de Blue Sky. C'est un univers qu'on ne connaît pas forcément, qui stimule des nouveaux personnages, de nouveaux designs, de nouveaux décors, mais l'ensemble est assez convenu, sans blague, on est chez Disney, mais voilà, c'est un film qui a pas grand chose pour lui, puisqu'il fait référence à plein de choses dans les films de Disney précédents. Rox et Rookie, Pocahontas, La Belle et la Bête, on punit la personne pour ne pas avoir cru à la magie en le transformant en ours. Et je pense qu'il peut être défendu sur la variation du thème. Mais je trouve que voilà, peut-être pour moi c'est un peu trop référencé pour que ce soit le dernier Disney, vous vous rendez compte? Le dernier Disney qui est référencé à mort avec les Disney précédents et il ne tente pas vraiment quelque chose de plus original. La planète au trésor, ça pour le coup c'était vraiment original. Je trouve que la planète au trésor faisait plus fort que lui. Honnêtement, ce film c'est un amas de références. Plus on avance dans le temps, plus les films devenaient référencés. Et là, on arrive à un stade où ça sature presque un petit peu. Bien sûr, si vous n'avez pas vu tous les Disney et vous ne faites pas exprès de faire des connexions, alors il n'y a aucun souci. Mais bon, moi qui ai un petit peu traîné du pied sur tous les Disney, là j'ai un peu saturé et je connaissais déjà beaucoup de Disney avant et celui-ci ne m'a pas créé grand chose comme émotion et même m'a pas beaucoup surpris. Mis à part cet environnement préhistorique qui stimule un petit peu l'intérêt du récit. Alors il y a un truc qui est par contre très bien, c'est qu'il n'y a pas de romance. Alors,
je n'ai rien contre une petite romance, mais là c'est tant mieux parce qu'on se place sur l'amitié, sur le rapport fraternel, donc c'est des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir, mais avec les derniers Disney que nous avons pu voir, hein, ben il n'y avait pas vraiment de romance. Je me rappelle l'Atlantide, hein, déjà 2001 je crois, l'Atlantide présentait une petite romance, mais c'était quelque chose qui n'était pas comme les grandes envolées romanesques que pouvait être Aladdin ou La Belle et la Bête. On était loin de ça. En fait, ça se distillait au fur et à mesure et maintenant on n'en a carrément plus. On le reverra bien sûr avec La Princesse et la Grenouille, mais là c'est complètement absent. Et c'est pas plus mal, c'est plus un rapport de mère à fils et de frère à frère. Donc là c'est d'autres rapports, donc c'est une autre émotion. Donc ça va peut-être pas faire plaisir aux personnes qui cherchent une grande histoire d'amour. Ce n'est pas une grande histoire d'amour entre un mâle et une femelle. Ici, c'est voilà une histoire d'amour, de famille pour le coup. Au niveau de la structure, au début du film, on est connecté à la culture des humains, avec des croyances, la passion, la chasse, la cueillette, tout ça. Et puis à un moment, voilà, on bascule en étant un ours et on part sur une espèce de road trip. Et c'est peut-être même, c'est malheureux, mais c'est presque à ce moment-là que j'ai commencé à m'ennuyer. Le milieu du film a un ventre mou assez mou. Enfin, ce qu'on appelle un ventre mou en scénario, c'est quelque chose qui manque un peu de consistance pour accrocher le spectateur. Alors bien sûr, il y a une péripétie, mais quand ils arrivent dans une espèce de vallée où il y a d'autres ours, alors là, je me suis fait un petit peu chier. Je suis désolé. C'est un bon début et une bonne fin, mais alors le milieu, moi, je n'ai pas accroché, hein. Après, le film il dure 1h25, honnêtement j'aurais préféré avoir 15 minutes de plus. Alors peut-être que ces 15 minutes de plus auraient augmenté le fameux ventre mou dont je parle, mais je trouve que ça va un peu vite. En même temps, quand je dis 15 minutes de plus, je suis sûr qu'on aurait pu optimiser le récit pour pas me donner l'impression qu'il faudrait rajouter des minutes de plus. Surtout au niveau des personnages, je crois qu'il y a deux fameux élans, je vous en parle juste après. Alors dans tout ce beau monde, on suit voilà, cet humain de cette première culture du début qui s'appelle Kenai et qui oscille entre donc deux tribus, donc entre celle des humains et celle des ours. Mais il ne s'agit pas ici d'une alternance, il représente l'incommunicabilité entre le royaume des hommes et celui des animaux. L'incommunicabilité est un grand thème chez Disney. Il est accompagné de Koda, qui est un petit ourson extrêmement saoulant, on dirait un espèce de Simba qui n'a pas appris les bonnes manières, qu'on a tellement envie de baffer. Alors bien sûr c'est oui, c'est le petit ourson, c'est le petit... Non mais on s'en fout, non mais il est juste ultra saoulant quoi. Et Kenai, à la limite là je comprends Kenai. Alors bien sûr après c'est mon côté adulte qui n'aime pas l'indiscipline, mais voilà, mais c'est un peu agaçant au bout d'un moment, on veut que ça avance. Et comme si c'était le seul personnage agaçant, hein, il est accompagné, alors quand je disais des élans, je crois pas que ce soit totalement ça, mais il est accompagné de trucs et muches, je crois que c'est les traductions françaises, je suis pas sûr, vous allez me dire si je me trompe, mais je crois que c'est trucs et muches qui sont deux caribous à l'humour insupportable. Alors quand on parle des personnages comiques qui n'ont que cette fonction-là, mais cela ne sert à rien, mais à rien. Encore une fois, ces personnages qui sont juste là pour de la dédramatisation, alors que la dédramatisation peut se faire sur des situations, même sur les personnages principaux, voilà, plus sur des situations que seulement véhiculées par des personnages. Là, je trouve encore ce sont des faiblesses. Alors bien sûr, ce sont des animaux qui parlent avec un langage moderne, un peu genre hippie ou yeah, dude et tout ça, enfin, des conneries, enfin moi là je trouve que c'est complètement ridicule. Je ne demande pas un dialogue littéraire, mais croiser les doigts comme le fait Koda ou ces espèces de caribous hippies là, enfin je sais pas, moi je décroche complètement. Alors là je décroche complètement avec cette tendance là, mais c'est cohérent avec ce que je ressens et de ce que je n'aime pas chez Disney, c'est pour ça que je n'aime pas Kuzco, hein. Mais voilà, cette partie-là, moi je la trouve vraiment pas intéressante. Il n'y a pas de réel méchant, parce qu'il faut aussi parler un peu des méchants et du conflit dans le film. Il n'y a pas de réel méchant, mais il y a le frère humain qui recherche vengeance. En fait, c'est juste un gros malentendu. Et c'est pas plus mal parce que ça stimule, parce qu'on n'a pas envie que le frère il meure. Et en même temps, on a envie que, voilà, que les ours ils s'échappent parce que Kenai c'est le héros quoi. Et le héros est quand même assez sympathique. Il veut comprendre ce qui lui arrive. Donc
les conflits sont vachement intéressants, bien sûr. Ce sont des conflits qui sont toujours mis en valeur avec le décor et donc ça stimule un peu les actions, la narration visuelle. Enfin, là, pour le coup, ils réussissent vraiment un bon tour de force à ne pas créer le méchant à abattre. Du genre le méchant dans Mulan, vous voyez, ou celui même, pour rester avec les animaux, dans Tarzan, Clayton. Voilà, là on n'a pas vraiment de méchant qu'on aime haïr. Là c'est juste le frère humain qui s'entête parce qu'il comprend pas ce qui se passe, il voit un ours, il pense que c'est celui qui a tué Kinaï alors que c'est Kinaï qui s'est changé. Voilà, ça stimule, c'est génial. Et bien sûr, incommunicabilité, encore une fois. Kinaï dit à son frère, je crois bien que c'est son frère ou son oncle, je sais plus, que tout simplement c'est lui, c'est Kinaï. Mais le frère, lui, il entend un ours brailler, donc bon, c'est compliqué. Donc encore une fois, incommunicabilité. Même dans les scènes d'action, c'est cohérent ce qu'ils ont essayé de faire. Il aime tellement son frère qu'il est prêt à traquer l'ours jusqu'au bout de la terre, le frère. Je crois que son nom c'est Sitka, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Mais voilà, le frère, il est vraiment bien remonté, bien déterminé. Et sa fin, bien sûr, au frère n'est pas une fin du tout classique en fait. Voilà, il n'y a pas de méchant disneyen prêt à mourir dans d'atroces souffrances à la fin de ce Disney-là. C'est un méchant qui est neutralisé en fait. Mais encore qui est neutralisé par une bonne situation. Alors quand je disais que ce film n'était pas très connu, excusez-moi, mais c'est un petit peu le cas. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant son animation. Ce qu'on peut dire objectivement, c'est que le film est quand même assez beau. Alors, vous vous doutez bien, par rapport à ce que j'ai trouvé, que les mecs, ils ont fait des études. Comme pour Le Roi Lion, c'est pour ça que je disais que c'est un film très référencé. Dans Le Roi Lion, ils ont fait venir des animaux dans le studio pour les dessiner sous toutes les coutures et bien sûr étudier leurs mouvements. Ici également, des études sur les ours ont été réalisées par le studio. Et il y a eu aussi quelques éléments animés par ordinateur. Par exemple, il y a une scène avec des caribous au début qui fait énormément penser au film Le Roi Lion. Voilà, il y a aussi une scène avec des saumons, enfin, des choses comme ça qui ont été sûrement traitées par ordinateur pour faciliter l'animation parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Comme je disais à un moment, il y avait avant la xérographie pour faciliter l'apparition des taches ou des rayures sur des animaux qui pourraient paraître compliqués pour les animateurs. Eh bien, maintenant, on a le traitement numérique pour accélérer le rendu et la précision du dessin numérique pour des choses très compliquées. Ici, nous sommes quand même en 2003. Les choses sont assez fortes. Encore une fois, on a des caméras multiplanes juste magnifiques avec un superbe plan qui ouvre le film. Voilà, vraiment la caméra multiplane ici, encore utilisée à fond la gamelle, partout, et c'est absolument génial. Le film, d'un point de vue esthétique, est de toute beauté. Par contre, je suis désolé de le dire, ça va être un petit peu vulgaire, mais il y a quand même un petit truc un peu raciste. Alors, je ne sors pas comme ça ce genre de truc de mon chapeau. J'ai regardé des textes anglais et j'ai aussi regardé un texte sur le cinéma politique, qui est un site qui s'amuse à un peu déglinguer Disney. Et il y a un truc qui m'a un petit peu choqué dans ce film, c'est qu'il y a des ours qui ont des lèvres, mises en avant, comme s'ils avaient mis du rouge à lèvres sur les lèvres des ours. Alors bien sûr, il y a certains ours, type d'ours, des grizzlies, qui sont comme ça. Mais quand on voit dans le dessin animé, la façon dont ils ont fait les lèvres, on a l'impression que ce sont des lèvres de noir. Vous avez le droit de me dire que je suis un peu raciste là. Mais franchement, quand vous voyez les dessins, moi j'y pense. Voilà, je suis désolé, mais moi je peux pas m'empêcher d'y penser. D'autant plus qu'il y a certains acteurs qui doublent en voix ces ours qui sont noirs. Alors là, voilà, je trouve que c'est dommage de faire la livre de la jungle en fait. Parce que, je vous le rappelle, n'hésitez pas à regarder la critique du livre de la jungle, mais dans le livre de la jungle, les personnages dans le dessin animé correspondaient un petit peu aux gens, aux acteurs qui allaient les doubler. Donc ici, on fait presque la même chose. Il y a ce grand géant noir là qui est décédé il y a quelques temps, Michael Clarke Duncan, qui joue un grand grizzly. Et là, tu vois très bien, avec les lèvres, c'est le noir, quoi. Non, c'est le noir. C'est le noir, c'est le noir. Non, mais je voulais quand même juste vous dire ça au niveau du dessin. Alors, je suis pas du tout un dessinateur, mais je suis sûr qu'on pouvait faire autrement, quoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les ours sont beaucoup plus réalistes. Là, j'essaye de m'esquiver et de partir sur une autre piste.
J'ai rien dit. Non, mais les ours sont beaucoup plus réalistes que ce que nous avons eu, par exemple, dans différents courts-métrages où on a Donald contre les ours, ou Rox et Rookie, tout simplement. Ici, nous avons des ours qui sont beaucoup plus travaillés. Les dessins et les grandes envolées lyriques sont toujours aussi bien intégrés dans le film, comme la quasi-totalité des fois où ils le font depuis le succès du Roi Lion. Mais encore une fois, il n'y a pas photo entre Frères des ours et le Roi Lion pour moi, même si les deux tapent dans la tragédie familiale, ça reste le Roi Lion qui est fort, mais ici ils essaient de réactiver le Roi Lion en fait dans l'esprit du spectateur. Il y a un gros travail de design, un très très gros travail sur les décors, voilà, l'héritage des précédents se ressent dans ce film. C'est un film qui réussit à démontrer tout le talent du studio Disney. C'est ce principe de last stand, hein, c'est pour montrer, regardez, on est encore là. Mais il est vraiment inutile de chercher des défauts dans ce film. Sûrement que il y a des faiblesses à un moment, plutôt je pense une limite à la créativité des scénaristes et du réalisateur que plutôt des dessinateurs qui sont là au top, quoi. Parce que les mecs ils savent qu'ils sont sur un fil bien tendu, donc les mecs ils se déchaînent à fond, c'est magnifique. Vraiment, le film est très très beau. C'est intéressant et très effrayant parce que je fais le constat avec ce film, mais c'était le cas bien avant, hein. Et plus on avançait dans le temps, moins j'ai trouvé des informations sur le film. Ça veut dire qu'il y a, ça me gêne de le dire, mais qu'il y a eu peut-être un désintéressement pour l'animation dessin, un manque d'intérêt pour la technique. Les nouvelles générations attendent autre chose. Et nous sommes en 2003, Pixar a commencé à faire son petit chemin, hein. La magie Disney marche bien encore, mais s'use à force de redites, de surréférences, comme je le disais. Et malheureusement, le studio d'Orlando en Floride et celui de Montreuil fermeront ses portes après la sortie de ce film. Le studio qui s'est occupé, entre autres, de Mulan et Lilo et Stitch. Vous vous rendez compte un peu la détresse qui entoure ce film, aussi bien même dans l'esthétique, c'est-à-dire l'esthétique du désespoir, faut dire ce qui est, de même que des retombées économiques, artistiques sur les mecs qui ont passé leur vie, ou en tout cas peut-être déjà 10 ans, 15 ans, voire bien plus, dans le studio à faire de l'animation dessin. C'est terrifiant. Ce film a une aura terrifiante. Bien sûr, quand vous regardez le film, c'est super, mais si vous vous documentez un petit peu sur ce qu'il y avait autour, sur la concurrence, et DreamWorks aussi, qui a commencé à faire son petit chemin là, avec ses premiers films d'animation en dessin, et après il s'est converti en virtuel, c'est vraiment terrifiant. J'ai l'impression de diminuer un peu l'impact du film, mais c'est un film qui est super, hein. C'est un film qui est assez bien mis en scène, avec des violents combats entre l'homme et l'animal. C'est Rox et Rookie, c'est incontestable, hein. Les combats sont bestiaux, avec des mouvements de caméra un peu tremblotants dans un film d'animation dessin. Ce qui est assez génial, enfin moi j'ai pas vu ça souvent, hein. Avec la traque, il y a beaucoup de mouvements, c'est très dynamique. Et les mecs ils ont fait un truc de fou. Et franchement, on voit souvent toujours les mêmes exemples qui ressortent. Ouais, Mad Max, ça commence en 4/3, et après avec la course-poursuite au début, hein, du deuxième Mad Max, The Road Warrior, où on a tout d'un coup du cinémascope un peu tronqué. Enfin voilà, mais là, ils ont fait un truc de fou. Mais c'est la même chose qu'un truc de fou comme on avait eu chez les films de Nolan, dans l'Odyssée de Pi ou Oz, hein, le film de Sam Raimi. C'est un changement de ratio de l'image et qui sert vraiment l'histoire. C'est-à-dire, peut-être que là ça vous paraît un petit peu pas clair, mais le film commence avec un format plutôt standard, 1,75. Donc c'est le format européen du 16/9, on va dire ça comme ça, quand Kinaï est humain. Et le film est assez proche du réalisme au niveau de la direction artistique. Mais après que Kinaï ait été transformé en ours, 25 minutes après, encore une fois convention scénaristique de durée, c'est souvent vers les 20-25 minutes qu'il y a quelque chose qui se déclenche, eh bien il y a un tournant dramatique. C'est très classique. Et le film se transforme également. Alors bien sûr, dans vos éditions DVD, sûrement Blu-ray, vous n'avez pas ça. Mais au cinéma, ils avaient fait un truc de fou, c'est que du ratio 1,75, donc 16/9 classique de télé, on est passé à un format 2,35, donc presque une sorte de cinémascope, où on a les bandes qui se rajoutaient, et tout d'un coup ça prenait une autre dimension, parce que le film était plus dans la longueur, bien sûr avec tout le décor des arbres, et beaucoup plus coloré, presque caricatural, et ça c'est méga ambitieux esthétiquement.
D'ailleurs, je crois que ça a été repris dans le film Il était une fois, hein, le film qui reflète le changement du personnage, bien sûr quand il passe de l'animation dessin au film live où on a la princesse qui est en train de faire du ménage dans l'appartement, c'était excellent ce film. Mais voilà, ça c'est un vrai parti pris, c'est très fort, c'est innovant. Là pour le coup c'est innovant, ce n'est pas de la redite de je sais trop quoi. Là, ils ont fait vraiment un bon choix. Ça donne lieu à des ébauches de scènes et de situations prometteuses. La scène où le héros explique à son ourson qui a tué sa mère et qui est mise en scène d'une façon que je trouve contestable. C'est une très belle scène, mais la musique prend le pas sur le son direct. Je dois vous avouer que ça m'a choqué et ça m'a fait rupture. C'est-à-dire que je suis sorti du film. Je trouve que c'est une maladresse de storytelling par l'image, par le son, mais je pense que c'est aussi du fait qu'on donne la direction d'un projet comme celui-ci à des personnes complètement inconnues, qui ne sont pas très expérimentées. Excusez-moi, mais sûrement que ces deux mecs ont fait plein de trucs chez Disney, mais je crois pas qu'avant ils aient fait des projets aussi ambitieux que celui-là. Enfin, excusez-moi, ils ont peut-être fait des petits films là pour la télé, genre, je sais pas moi, je prends n'importe quoi, mais des suites. Mais là, je sais pas, là il y a vraiment un choix qui est extrêmement fort, de basculer sur une musique plutôt que d'entendre le discours de Kinaï. Et c'est une musique, mais qui est complètement dispensable. Là, je trouve que Phil Collins ne va plus. Autant pour Tarzan, c'était rafraîchissant et vraiment intéressant, mais là, c'est de la redite. Là, quand je vous dis que c'est référencé, là, on a un excellent exemple. Phil Collins revient. Et je ne comprends pas pourquoi. Et là, ça fait mal au film. Je trouve que ça fait mal au film. Il n'apporte rien de plus, vraiment. Pour terminer, j'ai envie d'un petit peu vous parler encore une fois des thèmes. Alors là, je reprends aussi sur ce fameux site, le cinéma et politique, des choses qu'ils avaient dit sur le film. Je suis assez d'accord. Je voulais aussi vous les mettre en évidence parce que c'est bien gentil de dire « Oh, les Disney, ils sont super sympas, ils sont cool, ils sont gentils ». Mais il faut aussi un petit peu mettre les mains dans le cambouis thématique, dans le cambouis politique des films de Disney, parce que c'est aussi des films politiques. Faut pas penser que c'est fait par des enfants, les films de Disney. C'est fait aussi par des gens qui sont travaillés, qui sont angoissés. Alors ce film, à mon avis, c'est quand même une ode à la nature. On est tous pareils et tout ça, c'est un petit peu simpliste, mais faut dire quand même ce qui est. Il y a une vraie relation entre les humains et la nature, les ours et la nature bien entendu, et cette espèce de relation chelou, ce rapport qu'ils essayent de créer entre les ours et les humains. Donc les deux camps ont une relation à la nature qui est plutôt saine, hein, c'est tue celui que tu veux manger ou celui qui veut te manger, hein, le livre de la jungle de Stephen Sommers, hein, très bon film aussi, je vous conseille de voir ce formidable film d'aventure, mais l'ours et l'humain ne communiquent pas. Ils communiquent avec la nature séparément, mais ils ne communiquent pas entre eux. Donc ce film va essayer de créer la relation entre les frères, la famille. C'est très classique, avec des raccourcis un petit peu malheureux, mais encore une fois, nous sommes chez Disney, on n'a pas... Faut ne pas oublier que ce film se destine aux enfants, il faut pas faire des trucs méga trop compliqués, c'est déjà assez fou, et franchement, vous dites oui, mais l'enfant il est pas crétin, excusez-moi, mais vous le foutez dans une salle de cinéma ou devant une télé, et vous avez des gens qui filment les réactions des enfants, les enfants n'arrêtent pas de poser des questions à leurs parents, alors que le film est pourtant vachement clair. Ah, le mec, il est mort ou non? Mais tu le vois bien, espèce de con. Non, mais voilà. Donc, pensez pas que les enfants sont méga intelligents. Ils peuvent accumuler beaucoup de choses, surtout par l'émotion. Ils peuvent sentir les choses. Mais c'est pas Einstein non plus, hein. Donc, voilà, les choses sont plutôt simples pour qu'ils puissent bien comprendre ce qui se passe. Il y a un côté familial qui est présent, les relations entre les frères, un problème identitaire, encore une fois, grand thème aussi de chez Disney, problème identitaire, et un rapport de rattachement à une communauté. Comme dans Tarzan, hein, mais là je vous invente pas le truc, hein, c'est très très clair. Je pourrais passer mon temps à voir les références au Disney précédent, mais j'en ai rien à foutre. Enfin, je pense que vous le sentez. Quand vous voyez le film, vous le sentez. Si vous avez une bonne culture de Disney, franchement, vous sentez ça. J'ai pas besoin de vous faire un listing complet. Je vous en ai suffisamment parlé et j'ai pas encore terminé. Voilà, c'est un peu écolo. Enfin, pas forcément, mais ça prône vraiment le respect de la nature, tout simplement. C'est un film sur les transformations, encore, avec les mythes de la transformation qui ont le but d'enseigner une leçon de vie. Pas forcément l'amitié, mais le respect, le rapport aux parents, le rapport à la famille, des choses qui sont classiques, hein.
Voilà, on n'est pas vraiment surpris quand on a vu beaucoup de Disney, mais cela est bien convenu et c'est peut-être pour ça que la recette ne fonctionne plus. Tout semble bien quelconque et logique en fait. Le spectacle baisse, la magie n'opère plus, pour moi, mais quand vous les avez vus chronologiquement, en fait le film ne propose rien de plus. Même si le dessin et l'importance portée au décor des grands espaces, fait des forêts, des montagnes enneigées est toujours très bon. Vous avez des messages, la nature c'est beau, l'ours n'est pas une bête sanguinaire qui tue pour le plaisir, il peut avoir des sentiments, les animaux sont sympas, les hommes sont parfois cruels, les poissons c'est cool, enfin bref. Ça rappelle Pocahontas, le Roi Lion. Ce film, c'est un rappel pour les fans de Disney. Voilà, je crois qu'on peut pas être plus clair. Il y a de l'émotion, mais il n'est pas très surprenant pour les amoureux des longs métrages de la firme. La fin du film aurait pu être un environnement naturel avec l'ours qui joue, mais là, c'est un environnement des hommes qui termine le film. Ça, c'est intéressant aussi à voir. Je vous laisse comme ça sur cette petite note. Ouais, vous pourrez faire votre cambouis. Mais je trouve que c'est fort parce je m'attendais vraiment à voir de nouveau Kinaï avec Koda dans la nature et tout ça. Mais même pas. On est chez les hommes. Donc on veut créer volontairement une relation. On veut créer le lien entre les hommes et les bêtes. Et il y en a qui trouvent que Rebelle de Pixar ressemble à ce film. Je ne suis franchement pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Thématiquement, au niveau de la narration, esthétiquement aussi, ça n'a pas grand chose à voir. Il y a une transformation. Je suis totalement d'accord. Cependant, les relations ne sont pas égales. C'est-à-dire qu'on n'a pas un ours et un deuxième ours. Donc il y a une espèce de rapport conflictuel. Il y a une incommunicabilité, mais je trouve que esthétiquement, vraiment, on est très très loin. Ce n'est pas le même univers. En plus, c'est un rapport de parents à enfants, alors qu'ici plus dans un rapport fraternel, donc tout ce qui est au niveau des émotions véhiculées n'est pas du tout le même, et du coup ça fait que Rebelle s'éloigne de plus en plus de cette soi-disant référence que serait Frères des Ours. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai malheureusement pas terminé, je me rends compte en fait que j'avais vachement écrit sur ce film, mais c'est tant mieux parce que c'est vrai que j'abuse un petit peu. Je me permets un petit aparté, mais j'abuse un petit peu avec vous parce que franchement, ça fait un moment que sûrement vous attendez de nouveaux films de Disney et ils arrivent pas. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Je suis en train de faire des grosses analyses, ça prend beaucoup de temps. Donc là, je prends le temps, voilà, je tranquillou, je prends mon temps pour ce Disney-là parce que c'est vrai qu'il en reste plus beaucoup. Je crois qu'il en reste avec celui-là 3, c'est-à-dire Frères des Ours, La Princesse et la Grenouille et le Winnie l'ourson de 2011 qui a été aussi fait en dessin. Donc voilà, il en reste plus beaucoup. Donc c'est bien normal aussi que je prenne mon temps et que je prenne mon temps aussi pour vous les diffuser. Parce que j'ai encore des choses à créer. Voilà. Donc je vais maintenant vous parler un peu plus en détail d'un article de Cinéma et Politique, Frères des Ours, qui va être synthétique. Alors vous reconnaîtrez sûrement des lignes du dit texte, je vous invite à le regarder en intégralité. Je vous ai fait plutôt un résumé compact, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes dans le texte. Dans le texte, ils mettent en valeur, par rapport à cette opposition de la bête, l'ours et de l'homme, qui est le monstre. On commence par adapter le point de vue des humains, alors que le film parle d'ours. Le but du film est justement d'encourager un changement de point de vue chez le spectateur ou spectatrice en leur faisant suivre l'itinéraire intellectuel et affectif d'un humain qui s'émancipe progressivement de son cadre de pensée en adoptant le point de vue des animaux. Kinaï, qui est au début immature, il souhaite avoir un totem d'un animal fort. Il souhaite avoir le tigre, mais il a un ours. Alors que moi, l'ours, je trouve que c'est vachement viril et fort, mais bon, c'est pas son problème, on dirait. Et le film le présente comme un casse-cou. Le film installe une notion, alors sur le site il parle de spécisme, je ne connais pas tellement, tout comme il y a du racisme, eh bien il y a du spécisme qui nie l'intérêt des animaux pour mieux les asservir. Ici, on va jusqu'au meurtre, puis lors de sa transformation en ours, obligé de voyager avec un petit ours Koda qu'il méprise dans un premier temps, il trace une marque de délimitation carrément, puis l'ours trace un cercle qui inclut les deux animaux. Le regard de Kinaï sur les animaux change au fur et à mesure que s'approfondit sa relation avec l'ourson. En vivant à ses côtés, le héros apprend à le connaître et à l'aimer, alors qu'il le considérait au départ comme un petit ours de façon abstraite, c'est-à-dire l'ours, l'image qu'on en a, c'est-à-dire comme les représentants interchangeables de l'espèce ours.
Il prend progressivement conscience qu'ils sont en fait des individus singuliers, c'est pour ça que je vous parlais avec ses lèvres de noir et tout ça, et avec chacun une histoire singulière qu'il présente, voilà, une existence singulière. Et de nouvelles perspectives s'offrent à lui, non seulement sur les animaux, mais aussi sur les humains. En étant placé dans la position d'animal traqué, le héros prend conscience en effet de l'oppression spéciste qu'il exerçait lorsqu'il était humain. Donc il y a une inversion. Alors qu'il qualifiait auparavant les ours de monstres, il se rend compte petit à petit que les véritables monstres sont peut-être pas ceux qu'il croyait. Et il y a un moment décisif qui est celui où il tombe sur une peinture rupestre représentant un humain chassant un ours. Son regard s'attarde sur le visage monstrueux de l'ours, dans lequel il n'arrive visiblement pas à se reconnaître. Maintenant qu'il est lui-même un ours, Kinaï comprend à quel point l'idée qu'il se faisait des animaux était anthropocentré, spéciste, comme ils disent dans le texte. À ce moment-là, Koda arrive et en rajoute une couche, en commentant la peinture. « Ah, ces monstres sont vraiment effrayants, surtout avec leurs bâtons !» Le film se termine avec une réconciliation entre les humains et les animaux. Tout le propos du film consiste donc à redéfinir la fraternité de manière à y englober les animaux. L'incommunicabilité devient après un cercle familial qui englobe toutes les sphères. Le texte va assez loin sur la notion de spécisme. Le film était une base pour développer la théorie. Un lien avec la virilité, la sexualité est aussi envisagé dans l'article. Je vous invite aussi à regarder les commentaires qui suivent cet article, qui sont très nombreux, très intéressants. En conclusion, c'est pas trop tôt, mais voilà, grosse vidéo. Je ne vous raconte pas tout ce qui se passe dans le film, je crois que je vous ai déjà beaucoup dit, mais la fin est touchante. Mais en fait, c'est un film qui n'a peu de surprises, et pourtant, c'est un des rares films des années 2000 qui ne soit pas une suite, mais qui en a eu une, que je n'ai pas vue, qui est peut-être très sympathique. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme note? Ah là 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 là. C'est pas parce que c'est un des derniers que je vais lui mettre une bonne note, hein. Ça, ne pensez pas ça une seule seconde. Mais aussi, je pense que j'ai suffisamment débattu sur le film. Ne vous bloquez pas si je donne une mauvaise note. J'ai envie de lui mettre un 13 sur 20. Parce que le film n'a pas grand-chose pour lui. Même si ça reste un des derniers grands films d'animation Disney en animation traditionnelle. La compagnie s'est en effet convaincue d'abandonner ce type de production, jugée désormais peu rentable sur le marché américain. Et c'est là tout le drame de Disney. Le studio enchaînait échec après échec. Pour la beauté, l'expérimentation de ses premiers sujets, ici forcé par le marché d'abandonner ce qui a fait de lui, ou de la compagnie plutôt, son succès, sa marque immortelle dans l'histoire de l'image animée. Et ça fait mal de le dire, mais c'est la réalité. C'est un message différent des autres Disney, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a pas marché. J'ai terminé cette critique, oh là là, qu'assez pessimiste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que je dis là sur le spécisme, là sur les lèvres de noir. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces expériences, sur le film, si vous l'avez vu, si vous l'avez vu à sa sortie. Si vous l'avez vu par la suite, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas. Je sais que cette critique était un petit peu attendue, surtout quand j'ai commencé à parler de La Ferme se rebelle avant celui-là. Voilà, n'hésitez pas. Quant à moi, je continue à faire plein de vidéos. Vous aurez une grosse vidéo la semaine prochaine, mais big, avec en plus un invité. Donc ce sera un gros machin. Je pense que ce sera vachement bien. Bien sûr, ce sera vachement bien. Faut dire, les propos seront vachement bien. Ne pensez pas qu'il y aura des trucs visuels de fou, hein, c'est juste diaporama. Mais il y aura de très belles images. Il y aura de très beaux photogrammes. Voilà, une grosse vidéo la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que le contenu sur la chaîne vous plaît. Là, il y a eu une espèce d'avalanche d'abonnés qui est arrivée. Moi, ça me fait super plaisir. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Je suis assez ouvert. J'ai encore le temps de bien lire et de bien répondre aux gens. Ça, c'est quand même assez formidable parce qu'à un moment, je ne pourrai plus prendre le temps. Donc les premiers arrivés sont les premiers servis. Voilà, n'hésitez pas à commenter, ça me fait très plaisir. Je vous remercie de me soutenir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!